Pauvreté me pousse dans le bois à m'en aller, du fond de l'hiver jusqu'au creux des camps gelés. Je me suis engagé sans trop y penser pour gagner ma vie puis me faire attacher. Mais la loyauté qu'on veut, la corde autour du cou. Bonjour tout le monde et bienvenue à Origine Boréale, le balado. Donc aujourd'hui, on continue sur cette série sur les chantiers, sur l'industrie forestière d'hier à aujourd'hui. Donc, je vais juste faire une petite anecdote avant de continuer parce que faut que je retourne sur quelques informations que j'ai trouvées qui étaient pas mal intéressantes. Et puis, c'est concernant l'acquisition du canton de Hull. Et vous en souvenez, je vous ai parlé que dans les associés de Philemon Wright, il y avait des noms, tout ça, puis là-dedans, il y avait ces garçons. Et donc, Philemon Wright, il a comme menti dans son application pour le canton de Hull, dans ses associés. Il y avait un de ces garçons qui était à bas d'âge. Et disons que vous savez, le gouverneur puis le gouvernement à l'époque du Bas-Canada n'ont pas fait vraiment d'efforts de faire des recherches vraiment à l'origine. Ils savaient que c'était ces garçons, mais l'âge, je pense que c'était pas vraiment une importance, mais il a quand même menti parce qu'il fallait qu'il soit d'âge pour être associé. Donc, c'est ça, c'est Tiberius qui avait 13 ans. C'est Philemon Wright qui avait 18 ans. Et Ruggles, lui, avait seulement 8 ans. Donc, c'est Tiberius qui faisait partie de l'âge mineur puis qui a menti. Là. Il n'a pas menti, il n'a pas juste mentionné l'âge d'un de ses garçons dans son application et de ses associés. Donc, aussi, je voulais préciser que Philemon Wright Jr., il est décédé. Il est décédé à l'âge de 38 ans, qu'on dit, en 1821. La cause, il a été tué dans un accident de route. La circonstance était qu'il se rendait chez lui de Gatineau une journée enneigée et sa voiture s'est renversée sur une colline escarpée près de la Rivière-Rouge dans le secteur de Grainville. L'impact, selon les informations que j'ai reçues, il est injecté du véhicule, puis son cou était brisé. Il a cassé le cou, puis il est mort sous le coup. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous mentionner, parce que qui a continué la compagnie, c'est Tiberius qui a continué la compagnie avec son père jusqu'à la mort de son père. Ils se sont incorporés de la compagnie en 1813. Donc, puis il n'était pas officiellement enregistré. Il avait créé la compagnie Wright Son et après, c'est en 1813 qu'il s'avait incorporé, que ça avait devenu une entreprise, tout ça. Donc, pour vous donner un peu le côté historique de la famille Wright. Je n'irai pas en détail parce qu'il y a plein d'informations en ligne. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus sur la famille Wright. Donc, je n'irai pas plus en détail de tout ça. Parce que moi, mon but, c'est de vous amener dans les chantiers de chez nous, l'histoire de ces gens-là, de nos ancêtres qui se sont rendus dans la région pour travailler dans les chantiers. Et les premiers chantiers, c'est Philemon Wright. Donc, c'est au début du 19e siècle. Philemon Wright n'était pas seulement un pionnier au niveau de la colonisation, il était vraiment un véritable capitaine. Un capitaine de l'industrie forestière, il était le top de l'industrie forestière dans la région. Et puis, c'est vers les années 1820, l'apogée de ses activités a commencé. On va vraiment dans les chantiers, on va parler le nombre de bûcherons ou d'employés qu'il y avait dans son industrie, dans les chantiers. Il y avait en entour 160 à 200 hommes en total, répartis dans plusieurs camps de bûcherons, décimés entre la rivière des Outaouais jusque la Picanoc et la Gatineau. Donc un peu plus haut que la Picanoc, mais c'est ça qui était son territoire, à l'extérieur de son canton de Hull. L'organisation des chantiers était vraiment structurée de manière paramilitaire.
Les gens, on pense que, tu sais, on a l'image romantique du bûcheron, tu sais, puis qui part, puis oh, l'hiver, c'est dur. Oui, j'en parle, j'ai fait même une chanson là-dessus. On va aller en détail là-dessus, mais c'est vraiment là, le vie de camp, c'était vraiment quelque chose à cette époque-là. C'était aussi la base qu'on utilisait pour les barons qui vont suivre Philemon Wright dans cette industrie-là. Donc, c'est ça, Philemon Wright, mais il a, il a mis un système, un régime, puis on parle un régime des chantiers. Donc, ce régime-là, n'oubliez pas, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de réglementation au niveau qu'on connaît aujourd'hui, comme les normes du travail, choses comme ça. Donc, Philemon Wright avait carte blanche au niveau de la gestion de la manière de faire la gestion de ses camps, les camps de bûcherons, son industrie, comment mener ses employés. Donc, il l'a fait de manière militaire, faut le dire, militaire. Donc, à cause que c'est sa manière qui était, hein, son passé, c'est un militaire, même de sa participation comme milice au Massachusetts lors de la guerre de l'indépendance américaine. Donc, il y a un bagage, là, lui, là, militaire. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il l'installe. Donc, on va commencer tout de suite. Son système, il y avait le foreman, le contremaître. Le contremaître, c'était le sergent. C'était le sergent en chef. Donc, son autorité était absolue. Puis, il devait s'imposer, puis imposer le respect par la force. Fait que, dès le début, il fallait qu'il fasse ça. C'était le seul contremaître. Aussi, il faut mentionner que on se demande toujours comment est-ce qu'il a recruté ces hommes-là à travailler pour lui. Ben, il l'a fait à plusieurs niveaux. Il y avait un beau terrain d'atterrissage des immigrants dans les ports à Québec et le long de la route du fleuve. Puis il allait embaucher les nouveaux arrivants, les immigrants, majoritairement des hommes qui souhaitaient s'installer. Puis on leur promettait de l'emploi, du travail en Irlande et dans d'autres, comme dans l'Écosse aussi, dans les régions, dans les coins ouvrières de l'Irlande et l'Écosse. Fait que faut pas oublier que c'est des gens qui sont venus ici comme employés, comme main-d'œuvre, comme travail. Sont venus aussi des familles. Il y en a qui sont venus comme famille aussi, mais la plupart, c'est des jeunes hommes et des hommes qui venaient ici dans le but de se trouver un emploi, puis peut-être faire amener leurs enfants, peu importe. Mais c'était ça. Ils allaient vraiment d'être sur le spot où ce qu'on débarquait des bateaux, puis ils recrutaient. Aussi, ils recrutaient via les journaux. Fait que n'oubliez pas, il était député aussi. Fait qu'il avait ce privilège de connaître un peu comment aller recruter puis impressionner la bourgeoisie du Bas-Canada, dont le gouverneur du Bas-Canada. Fait qu'il publiait des emplois dans le Québec Gazette. Donc, le gouverneur lisait le Gazette of Québec. Et puis, Philemon Wright utilisait ça pour passer son message, pour dire, regarde, sa colonie avance, ses objectifs avancent, et voici, on embauche. Il y avait même une question de colonisation au début, là. Donc, il publiait là-dedans. Il allait aussi dans les régions recrutées comme Montréal, l'Assomption, ces places-là. Puis les hommes, comme militaires, c'était un contrat. Si tu venais de travailler pour lui, il te faisait signer un contrat, comme les militaires. Donc, vous voyez le côté militaire, tu avais une période de service. Une fois que tu as fini ton service, tu étais libéré. Je l'ai dit, hein, libéré. Donc, quand tu signais ton contrat, tu devenais le sujet, tu devenais la propriété de Philemon Wright. Tu faisais pas le choix, tu devenais partie intégrante de qu'est-ce qui était Philemon Wright et ses camps de bûcherons et son régime. Donc, c'est comme signer pour devenir un marin, comme un militaire, chose comme ça. C'était vraiment ça qu'il avait instauré au niveau de ces chantiers. Puis, tous ces contrats-là étaient notoriés, étaient faits avec un notaire, signature légale. Okay? Comme un vrai contrat, là, un vrai contrat de travail. Donc, il y avait plusieurs contrats. Tu avais le contrat de bûcheron, puis dans dedans, il y avait dans l'industrie, vous allez voir dans Philemon Wright, il y a plusieurs niveaux, plusieurs emplois.
Et puis, les fins de contrat, comme, disons, les bûcherons qui suivaient les bio de la rivière descendaient dans l'embouchure et dans le canton de Hull. Après ça, on écarissait le bois et on descendait jusqu'à Québec. Il y a des gens qui partaient du bûcheron jusqu'à Québec, là. Et puis, on revenait. Fait qu'il y a des gens là, qui venaient de partout dans le bas du fleuve. Et il y avait aussi des Irlandais là-dedans. Et des Américains. Vous allez voir un peu ce côté de l'histoire qu'on connaît un petit peu moins. Donc, c'est un peu ça que je vais vous parler. Donc, il y a eu le foreman. On parle de camp de bûcheron. Puis, souvent, on va entendre le mot camp de booth en anglais. On utilise en français cambuse. Mais l'origine, c'est un terme militaire qui veut dire camp de base. Donc, c'est un terme français qu'on utilisait cambus, cambasse et cambuse à un moment donné dans l'utilisation des bûcherons canadiens-français, ils utilisaient cambuse et fait que l'origine c'est camp de base. Fait que la discipline lors de ces camps de base, de ces camps de bûcherons, dans ce camp, la bâtisse s'appelait camp de buse, où ce qui dormait, c'était vraiment rudimentaire. Donc, vous pouvez faire une recherche sur Internet, vous allez voir, mettez Cambuse. Cambuse, c'est C-A-M. On peut mettre un P, il y en a qui mettent un P, mais c'est C-A-M-B-U-S-E ou C-A-M-P-B-U-S-E. Donc, vous pouvez l'écrire de plusieurs façons. Donc, il a vraiment établi ce régime, le camp de base, le camp de bûcheron comme tel, c'était vraiment rudimentaire. Souvent, il y avait un plancher, des fois un plancher de planche. Au début, il n'y avait pas de plancher de planche, c'était un plancher de sol. Après ça, un plancher de planche. Dans le milieu, il y avait un gros foyer, un feu, pas un poêle à bois, un gros feu. Un peu style euh, l'édifice, les maisons longues des Vikings. Là. Il y avait un genre de milieu, tout le monde vivait alentour du camp, du gros camp de feu dans le milieu, mais c'était ça. Puis, le toit était bas pour maintenir la chaleur. Il y avait un gros trou dans le milieu du camp de bûcheron, du camp de buse, que la boucane pouvait s'échapper. Et puis, c'était pas bien gros comme édifice, comme bâtisse, excuse. On parle peut-être de 19 pieds de large par une trentaine de pieds de longueur. Tu sais. Très bas, très rudimentaire, froid. On parle même que des fois, l'air passait dans les craques. Fait que les hommes s'occupaient à boucher avec le lichen, qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre là-dedans. Des fois, ils mettaient une couverte, des fois, ils mettaient des bio pour pas qu'il y ait un courant d'air où ce que les hommes dormaient. On dormait pas à l'époque nécessairement sur des matelas, on dormait sur des branches de sapinage. Pourquoi sapinage? C'est que le sapin est utilisé pour éloigner les puces, les poux, tout ça. Fait que il y avait un élément naturel qui pouvait chasser ces choses indésirables chez les bûcherons. Donc, c'est ça. C'est ça qui était le camp de bûcheron de Philemon Wright. C'est pas les camps qu'on voit plus tard dans les années 30, 40, 50. Là, oui, il y a des logs rondes, mais tu vois le plancher, poêle à bois, on appelait ça la truie. Il y avait la cuisine qui était bâtie à part dans le chantier. Il y avait l'écurie qui était à part. Tout ça, là, à l'époque, c'était vraiment rudimentaire comme camp bûcheron. C'était vraiment rough comme lieu de repos. C'était juste un lieu de repos. Tu dormais, tu mangeais, puis tu partais travailler. Donc, c'est le matin, bonne heure, puis tu arrivais avant la noirceur, et même à la noirceur, parce que le soleil se couchait tôt l'hiver. Il se couche toujours tôt l'hiver. Donc, il exploitait 6 à 10 camps de bûcherons à la fois. Fait que 100 à 100, 200 hommes à travers de 6 à 10 camps de bûcherons. En moyenne, on comptait 20 à 30 hommes par camp de bûcheron. Donc, il y avait les bûcherons, il y avait les charretiers, puis il y avait le cuisinier. Ça, c'était le camp de base, le camp de bûcheron. Donc, dans le camp de bûcheron, en total, si on calcule les 20 à 30, c'était rare qu'il était 30, c'était 20. On figure 15 hommes, 15 bûcherons en total avec les autres employés.
quand on parle de camp de bûcheron, on parle pas du site d'équarrissage des CBO. Ça se faisait au canton de Hall, en bas de la rivière Gatineau, en bas, puis en bas, en bas de la rivière du Outaouais, où ce que les deux rivières se rencontraient, c'est là qu'il y avait ces camps d'hommes pour équarrir. Puis là aussi, c'était vraiment limité, ces emplois-là. Ces emplois-là, on mentionne que c'était les Américains qui avaient recruté lui-même parce qu'on voulait s'assurer la qualité, la haute qualité d'équarrissage. Et puis, c'était les hommes qui étaient le mieux payés. Puis eux autres aussi, c'était 15 hommes qui faisaient ça. Puis la précision, la grande précision était très importante. Parce qu'on ne charriait pas, on n'écarissait pas les logs, les bio dans les chantiers parce que ça a endommagé le bois de qualité. Donc, on les faisait descendre en boiron, en bio, jusque dans le canton de Hall. Et de là, il y avait le camp des écarisseurs qui écarissaient, puis préparaient pour les cages pour les raftmen pour descendre jusqu'à Québec. Donc, puis les raftmen, ceux-là aussi, c'était une autre classe d'ouvriers. C'était aussi des draveurs qui ont suivi là, du camp de Bûcheron jusqu'à Québec. Mais aussi, il y avait des gens qui étaient juste des cageux. Ils faisaient juste le travail de cageux. Donc, c'est un peu le transport par flottation, de flottage, c'était ça. Donc, au niveau du transport, du flottage, il y avait la rivière du Outaouais en amont du canton de Hall. Donc, comme j'ai mentionné dans l'épisode juste avant, j'ai parlé que c'est juste son territoire allait jusqu'à Onslow, Couillon. Okay? Donc, tout ce qui est en amont là descendait, il y avait la Gatineau et la Picanoc. Donc, son territoire, là, c'était ça. Fait qu'il descendait de partir d'Alter Lake, les camps dans ce secteur-là, et puis descendait à la Gatineau et de l'autre côté. Donc, le flottage, c'était ça. On ne voulait pas écarrir le bois parce qu'on ne voulait pas endommager la qualité du bois pour qu'est-ce qui se faisait envoyer dans les cages à Québec. Tout ce qui était le bois pas propice à la cage, au transport jusqu'à Québec, Film Wright le gardait pour le bottillage, pour ses moulins assis dans le canton de Hall, pour construction et tous les autres besoins au niveau du matériel de bois, l'utilisation du bois. Donc, la main-d'œuvre spécialisée, c'est vraiment ça. C'est les équarrisseurs, c'était les mieux payés dans l'industrie forestière dans le temps de Film Wright. Le pain blanc se trouvait dans des poches. Donc, les camps de bûcherons allaient où il y avait des poches de gros pain blanc, puis de chêne. Donc, c'était vraiment ça son objectif, c'était l'exploitation du pain blanc et du chêne. C'était plus facile d'avoir des petits camps éparpillés sur le territoire parce que c'était plus facile à nourrir ces hommes-là que nourrir 160 hommes dans un même endroit. Donc, puis gérer 160 hommes à 200 hommes dans un même endroit. Donc, les camps, ils pouvaient exploiter plus facilement les poches de pain et de chêne. Et c'était plus facile à contrôler le régime et de nourrir ces hommes. Donc, il y avait des camps près de Hall. Comme j'ai dit, il a commencé à exploiter dans son canton, dans le nord de son canton. Et après ça, il a commencé à exploiter tout le tour de son canton. Et de là, il a continué. Donc, à l'extérieur de son canton, le long de la rivière de la Gatineau, puis plus tard dans le Pontiac, Alter Lake, puis dans le secteur de Onslow-Couillon. Donc, il y avait des camps éparpillés un peu partout. Puis, mon père m'a dit que beaucoup de ruisseaux, même des ruisseaux, étaient utilisés pour l'utilisation du transport, du flottage, des bio. Donc, la drasse ne se faisait pas nécessairement juste dans la rivière Picanoc. Si on parle de tous ces affluents, comme la rivière du Mont, comme les autres ruisseaux qui rentrent, des ruisseaux assez importants qui rentraient dans la rivière Picanoc, ils étaient utilisés aussi comme moyen de flottage des bio à partir des camps de bûcherons. Fait que les routes à l'époque, ça existait pour se rendre au camp, mais c'était des routes rudimentaires, puis ça suivait les cours d'eau, les rivières. Donc, les camps étaient toujours liés à un cours d'eau, à une rivière. Donc,
pour transporter. Les charretiers transportaient les bio à ces endroits-là. Et au printemps, quand l'eau est haute, on poussait les bio dans les rivières. Il y a même des photos où on mettait carrément les bio sur une étendue de rivière assez large. Puis une fois que la glace fondait, les bio, mais ils partaient avec la rivière, puis la drave commençait. Fait qu'il y a il y a deux façons. Soit qu'ils mettaient les bio au long d'une colline qui tombait dans la rivière, comme sur la rive, ils trouvaient une pente assez élevée, puis ils faisaient juste mettre les bio en descendant cette pente-là qui tombait dans le ruisseau, dans la rivière, ou on mettait vraiment sur la glace. Fait qu'il y avait deux façons qu'on faisait le transport des bio à partir des chantiers avec les charretiers. Donc, c'est important de mentionner parce que souvent, c'est la logistique et tout ça qui est important. C'est ça, les camps de base, les camps de bûcherons, excusez, je vais corriger, c'était les plus petits, c'est qu'est-ce que j'ai dit, les plus grands, c'était à 6 mètres sur 9 mètres. Ça, c'était les plus grands camps. Mais en général, c'était des petits camps, tout petits, tout petits. Vous allez voir, il y a des photos qui sont gros, puis il y en a qui sont tout petits. Mais les premiers camps, c'était des petits camps bas, puis après ça s'est grandi. Euh, donc, le sommeil, je vais retourner là-dedans, ils dormaient dans des bunks, comme le militaire. C'était vraiment placé comme un camp militaire, même la structure. Puis on avait, parce que le froid de l'hiver, on s'est basé sur le gros feu d'un milieu. Puis le cuisinier, il faisait tous là, il faisait de la nourriture. Dans un camp bûcheron, il y avait le forgeron, il y avait le meunier, il y avait des fois un tanneur, puis il y avait quelques artisans qui pouvaient être là, même des aides chantier, puis souvent ces aides chantiers-là, faut pas oublier, hein, c'est l'époque, c'était des enfants. Okay, souvent, les enfants, un père apportait son garçon, puis il était embauché en tant qu'aide chantier. Donc, les bûcherons, c'était vraiment un camp militaire. C'était vraiment ça. Puis, le contremaître, comme j'ai dit, c'était le chef sergent. Puis, c'est vraiment Tiburus qui a imposé dans les camps. C'était plutôt lui, en dessous de son père, qui s'occupait de la gestion des camps, des bûcherons et tout ça. Puis, les tâches étaient vraiment au quotidien, c'était sévère. Les relations étaient bien contrôlées. Les relations entre hommes, c'était contrôlé parce qu'on voulait éviter... Parce que les hommes étaient là longtemps ensemble, puis tu sais, on vient se taper ses nerfs, on a nos différences et tout ça, puis ça pouvait brasser. Fait qu'on imposait ce régime-là. On contrôlait aussi les rançons. Donc, les hommes avaient une quantité de bouffe par jour à manger. Si les hommes n'écoutaient pas, si les hommes donnaient un peu de fil à retordre, puis s'obstinaient avec la structure, mais les hommes étaient expulsés du camp de bûcheron. Puis quand tu étais expulsé, tu étais envoyé avec rien. Tu étais éclairé, tu t'en vas, tu trouves la manière à toi de retourner chez toi, puis c'est fini là. Puis la plupart, on a des histoires qu'il y a des hommes qui sont morts lorsqu'ils se sont expulsés ou qu'ils changeaient de camp, parce qu'ils se faisaient expulser d'un camp plus tard, parce qu'on parle de d'autres. Ben non, ils se faisaient la même chose. Fait qu'ils sont morts gelés. Donc, c'est important de le mentionner, c'est que si tu te faisais expulser pendant l'hiver, c'était dangereux. Il fallait que tu trouves tes propres moyens de quitter puis de te rendre chez toi. Donc, parce que ça faisait partie du contrat que tu avais signé lors de ton embauche. Tu avais signé ton âme, c'est ça que c'était. C'était pas facile. Donc, le contrat d'engagement, c'est ça, si tu quittes, tu fais, on appelle ça, c'est comme le militaire, la désertion. Hein? C'était, voilà. Le salaire, ça mis fin. Tu n'avais plus de salaire, tu étais cassé, tu n'étais même pas nourri. Parce que, faut mentionner, c'est que ces hommes-là, en quittant de Québec, toutes ces régions-là, une fois qu'ils étaient recrutés, les hommes montaient, puis il y avait des endroits où ce que les hommes arrêtaient en route vers les chantiers, arrêtaient à des endroits spécifiques, ils pouvaient se faire loger et nourrir gratuitement par la compagnie.
par les compagnies forestières. Fait que Wright a fait la même chose, il a établi ça aussi. C'était des postes pour se rendre dans les chantiers, même qu'il y en a eu dans le Pontiac pour se rendre dans les chantiers. C'est que ce qui a créé les fameux hôtels, l'hôtel de Bryson, de Couillon, toutes ces choses-là, toutes les grands, il y a des belles photos, tout ça, mais c'est dû à ça, c'est pour accueillir non seulement les colons, mais aussi les bûcherons qui étaient en transit vers les camps de bûcherons. Donc, l'alcool, 0, 0, 0, 0, c'était sèche. Donc, il était interdit d'avoir de la boisson dans les camps de bûcherons. Le seul temps que les hommes avaient le droit de boire, c'était ceux qui avaient parti des camps de bûcherons, qui se rendaient dans la Drave, se rendaient dans le canton de Hull, embarquaient sur les cages pour devenir des rafman jusqu'à Québec. Puis à Québec, on mentionne que Philemon Wright payait la fête à l'autre bout au fin du contrat. Et à ce moment-là, on appelait ça la libération de l'homme, des hommes, et à Québec, et on leur fêtait. On leur donnait du rhum, de la nourriture et tout ça. On faisait une grosse fête pour ceux qui avaient fait tout le chemin. Il y avait comme une grosse récompense à la fin. Donc, c'était ça la façon que Philemon Wright avait trouvé avec son compagnie de avoir quelque chose qui célébrait la fin du contrat. Un peu comme les soldats aussi, une fois qu'ils avaient fini leur service, il y avait sûrement un genre de party, un genre de fête pour finir leur contrat. Donc, faut le dire, c'était du travail dangereux. Okay? Quand le bûcheron, là, ou l'immigrant qui s'en venait ici, il savait que s'il signait ce contrat-là, il risquait sa vie, il risquait son bien-être, il risquait de sa santé, il risquait de tout. Mais il ne faut pas oublier, dans le Bas-Canada, à cette époque-là, c'est suite à la crise agricole qui a créé tout le début du conflit des patriotes et tout ça. Il y a un flux d'immigration, les gens veulent travailler, puis il n'y a plus de place dans les bas du fleuve. Parce que c'était limité, la colonisation était limitée. On a ouvert l'Outaouais, on commençait à ouvrir l'Outaouais à la colonisation, mais il manquait de main-d'œuvre, il manquait de job. Donc, beaucoup d'hommes se sont lancés. Une fois que l'industrie forestière s'est ouverte, c'est là que les hommes sont allés travailler. Mais les conditions de travail, ils savaient de quoi ils s'embarquaient. Puis, il signait son âme. L'homme, là, il signait son âme. Il savait qu'il risquait peut-être de ne pas revenir. Il savait, comme le militaire. OK? Fait que, mais, il était promis une job. Puis, dans les articles qu'on voyait à l'époque, les articles de journaux, parce que c'était un peu drôle, parce que là, le citoyen en général ne pouvait pas lire ni écrire. Donc, mais l'article était là pour impressionner la bourgeoisie et le gouverneur. Mais ça se faisait bouche à oreille, les gens parlaient, il y avait des recruteurs, comme j'ai dit, dans certains endroits spécifiques pour recruter les hommes. Donc, on partait comme ça dans les chantiers. La hiérarchie, là, on s'en va là. Donc, le métier écarisseur, c'est celui qui était le mieux payé. L'écarisseur, là, dans le canton, en bas, là, pour préparer pour aller dans les cages, envoyer les cages de bois à Québec, c'était les mieux payés. Je ne sais pas si j'ai pas fait plus de recherches. Est-ce que les écarisseurs partaient aussi sur ces cages-là? Et devenaient-ils eux autres même des rafman? Je suis pas sûr parce que peut-être qu'ils écarissaient le bois tout l'été. Il y avait une saison, la saison de printemps jusqu'à l'automne. Peut-être pas, peut-être qu'ils étaient vraiment embauchés là, mais il y a peut-être quelques-uns qui l'ont fait, je ne sais pas. Faut que j'aille vérifier ça m'intrigue, je questionne ça. Donc, là-dedans, il y avait de la discipline, il y avait de l'ordre, puis il y avait le respect de l'autorité, encore l'aspect militaire. Les punitions. Donc, c'est le contremaître, puis c'était le contremaître et les serviteurs. C'est comme ça qu'on voyait. Les bûcherons, c'était des serviteurs. Et pour s'assurer du bien, s'assurer que le contremaître pouvait contrôler ces camps-là, il y avait des hommes forts, il y avait des policiers qui s'occupaient de l'ordre. Donc, ces gens-là, ils se battaient. Fait que, disons, là, ils se faisaient battre.
En autre mot, on disait qu'il y avait des batailleurs, mais je pense qu'ils se faisaient abattre. Point de la ligne, comme dans le militaire. Si tu t'écoutais pas, tu avais une discipline physique. Donc, on le mentionne, mais dans les documents, mais tu vois que, OK, ben là, il y avait des hommes forts qui étaient embauchés comme garde du corps aussi pendant la drave, puis dans les chantiers, parce que le territoire était hostile. On va aller là aussi, à un moment donné, on va parler des hostilités qui se passent sur le territoire. C'était pas beau pis rose pour Philemon Wright. Il y avait des gens qui contestaient sur le territoire, et entre autres, les Algonquins. On pense souvent que les Algonquins ont été pacifiques, et, ils n'ont pas fait grand... Ils ont protesté. Ils se sont. On va aller là. Je vous garantis, on va aller explorer ce côté-là. Il y a eu même un blocus. Donc, il y avait des hommes forts. C'était qu'ils voulaient contrôler, ils voulaient s'assurer que le contrôle du territoire de coupe, qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui volaient du bois ou quoi que ce soit. Fait qu'il y avait embauché des hommes forts, des policiers, là, des brutes. Donc, ces gens-là aussi s'occupaient des camps. Ils s'occupaient euh, de l'ordre dans les camps. Si ça brassait trop, ils envoyaient ces thugs s'occuper des employés qui n'écoutaient pas. OK? Donc, puis s'ils n'écoutaient pas, mais à un moment donné, tu te faisais expulser, donc tu te faisais renvoyer. Donc, on confisquait ton salaire si tu n'écoutais pas. Il y avait des amendes aussi à payer. Puis, on pouvait t'expulser. Puis quand tu t'expulsais, on pouvait te dire que tu faisais de la désertion. Puis la désertion militaire, tu faisais de la prison. C'est la même chose pour Philemon Wright. N'oubliez pas, là, lui, il était juge de paix, il y avait une prison, il y avait tout ça. Donc, il pouvait imposer cette punition-là, la prison, si tu disais que puis tu pouvais te trouver aussi en prison à Montréal et à Québec. Là. C'est que, voyez-vous là, un peu le contrôle de briser le contrat puis de déserter, mais si tu faisais clairer, tu pouvais aussi te retrouver en prison parce que ça peut être vu comme signe de désertion parce que tu t'es fait jeter dehors. Tu sais. Mais en tout cas, il y a plein de choses. La justice interne au camp, il n'existait pas. La justice n'existait pas. La justice, c'est que tu avais à suivre l'ordre. Il fallait que tu suives ce qu'on te demande, tu ne poses pas de questions. Donc, c'est Tiberius Wright, le fils, qui s'occupait l'autorité par force. C'est lui qui avait la job de tout ça, gérer ça, ce côté sombre de l'industrie forestière là, dès le début du régime des camps bûcherons. Donc, on va aller plus tard au niveau des conflits, parce qu'il y a eu plusieurs conflits, puis pourquoi qu'il avait créé ça aussi, parce qu'il y avait eu vraiment des conflits internes très sérieux, excusez. Puis il fallait qu'il gère ça, mais il avait embauché des gardes du corps, puis il avait embauché des hommes forts, des brutes, pour s'occuper du maintien de l'ordre d'un camp. Donc, c'était la manière d'attirer ses employés, ses bûcherons, ses draveurs, tout ça, c'est l'argent. On leur promettait de la job, mais sauf que on régnait avec ce régime-là et par la peur à l'intérieur des camps de bûcherons. On n'en parle pas de ça, hein. C'est tout là, l'information est toute là, puis on parle, il y a même des parties dans les textes qui étaient laissés par Philemon Wright, par son garçon, puis par d'autres qui parlent de tout ça. Puis je pense aussi c'est pour ça qu'on a envoyé les missionnaires, la mission des Oblats dans les camps de bûcherons. C'était pour répondre à cette situation-là qui était devenue inquiétante pour le maintien de l'ordre, pour les compagnies forestières, mais aussi pour le bien des hommes d'un chantier. Fait ça, c'est un peu plus tard que ça s'est arrivé, mais je pense que on a trouvé une autre solution beaucoup plus passif, moins rigide plus tard dans les camps. Mais on a gardé quand même plus tard, comme George Bryson, tous les autres barons, on a quand même gardé un genre de régime semblable, mais on a utilisé le clergé pour venir en aide pour un côté plus humain à cette époque-là. Mais on va aller voir aussi comment ça se passait dans les camps de George Bryson et toutes les autres. Okay? Donc, c'est encore très intéressant.
Donc, c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est le début du régime des chantiers de bûcherons, comment c'était organisé, comment est-ce qu'on on planifiait l'ordre et le maintien d'un camp de bûcherons. Donc, au niveau du salaire, je n'ai parlé dans le dernier épisode. On va aller plus en détail aussi. Le contremaître, c'était le sergent. Il était vu l'agent de contrôle direct. Euh, Puis, comme j'ai dit, l'alcool n'était pas là. Oh! Le cuisinier. Le cuisinier, c'était l'autre qui était un des mieux payés dans un cabuchon. Tu avais le sergent, le contremaître, puis là, tu avais le cuisinier. Le cuisinier avait un pouvoir. Il avait un pouvoir incroyable. Lui, il devait prévenir les bagarres. OK? C'était l'autorité dans le camp, c'était dans le camp lui-même, c'était le cook, le cuisinier. C'était le maître absolu. Il travaillait, les hommes partaient de 3 heures du matin. Ils se réveillaient à 3 heures du matin et revenaient pour manger à 21 heures. Donc, imaginez-vous, il y a 50 hommes affamés qui arrivent d'une journée de bûchage et puis ils ont faim. Donc, pensez-vous que si on n'a pas de contrôle de ces hommes-là, ils viennent, tu sais, quand il y a des gens qui sont maribous, sont grogneux quand ils ont faim, imaginez-vous la possibilité de bagarre. Hein? Fatigué, t'as faim, c'est pas facile, t'as vu une journée dure dans le froid. Puis n'oubliez pas, le linge à l'époque, on parle de 1830. C'est pas, on a l'image du bûcheron, tu sais, je vois souvent les images stéréotypées. Le manteau, le manteau de laine là, rouge puis noir comme moi je porte là, toutes les fois là, mais ça c'est plutôt des années 40 et 50 cette image. L'image qu'on a des bûcherons aujourd'hui, c'est vraiment de l'époque des années 40 et 50. Un peu avant aussi, mais en 1830, si vous regardez l'habillement de l'époque, c'est quand même un habillement qu'il fallait que tu mettes plusieurs épaisseurs. Plusieurs épaisseurs. Et puis, il n'y avait pas de bottes à l'époque. Si vous regardez les photos de 1890, les hommes ne portaient pas encore des bottes. Ils portaient des souliers, puis souvent, c'était style mocassin, c'était des bottes, qu'est-ce qu'ils appellent, des souliers de bœuf, mais en bottes. Puis là-dedans, on mettait des bas de laine, on mettait des choses pour faire que ça soit encore plus isolé comme chose dans les pieds, sur les pieds, dans les bottes. Mais c'était pas des bottes comme telles. Donc, c'était quand même glissant. C'était quand même marcher là-dedans. C'était pas facile. Il y avait des raquettes aussi. Mais juste pour donner une idée là, de l'habillement. Le manteau, c'était un manteau de laine qui allait passer les genoux. Des gants, c'était souvent il y avait le gant, la mitaine, c'était souvent la mitaine. Donc, le chapeau, c'était un chapeau de fourrure. L'hiver, c'était une tuque. C'était pas la tuque qu'on connaît aujourd'hui, c'était vraiment une tuque là, qui couvrait bien proche le visage. Le foulard était là. La ceinture, dans le bas du fleuve, on utilisait la ceinture fléchée comme pour garder les manteaux fermés, parce qu'il y avait les boutons, il y a toute l'histoire des boutons. Fait qu'on n'en parle pas, mais j'ai l'impression qu'au début, les hommes portaient un genre de ceinture fléchée alors, pour garder leur manteau fermé et au chaud. Sûrement ils se faisaient des boutons de bois, des boutons en os peut-être pour leur manteau. Parce qu'au Bas-Canada, pour riposter à la Grande-Bretagne, on a refusé d'acheter des boutons de l'Angleterre. Donc, moyen de pression, tu sais, les embargos là, qu'on connaît aujourd'hui, là, tu sais, les trucs pour résister économiquement à une puissance. J'irais pas plus que ça, OK? Donc, les sanctions, choses comme ça. Mais c'était une façon à cette époque-là, mais le bouton, à un moment donné, il était rare, donc on utilisait différents moyens, dont la ceinture fléchée est utilisée pour ça. Est-ce que la ceinture, parce que les ceintures fléchées disaient de quelle paroisse tu venais aussi, les couleurs de ta ceinture fléchée déterminaient un peu comme le kilt des Écossais,
Les kilts te donnaient les clans que tu appartenais. La ceinture fléchée pouvait te dire de quelle paroisse que tu venais. Donc la fameuse ceinture fléchée de l'Assomption. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs paroisses qui ont plusieurs manières de porter leur ceinture. Mais il n'y a pas de mention de ceinture fléchée, sauf qu'il y a des peintures de voyageurs qui datent de 1797-98 d'un peintre britannique qui a fait les rivières du Outaouais. Il a peinturé des voyageurs, des hommes, lors de son trajet. Il a fait des scènes du Pontiac. Les premières photos du Pontiac, je vais en parler de cet artiste-là. Donc, on voit dans les images que les hommes portent des ceintures fléchées, c'était des voyageurs. Donc, si on connaît un peu l'histoire des ceintures fléchées de les voyageurs, les vers l'ouest, donc, je vais en parler de ça à un moment donné, mais on parle du linge de bûcheron à cette époque-là, c'était pas comme qu'on a aujourd'hui, où ce qu'on voit les photos stéréotypées aujourd'hui des bûcherons. Puis les hommes devaient apporter leurs propres choses qu'ils ont besoin. Donc, les rasoirs, l'hygiène était difficile. Selon l'information que j'ai vue, l'hygiène des chantiers, les hommes se lavaient à l'eau froide. Et puis, c'était des fois, une fois par semaine. C'était souvent le dimanche, qu'on travaillait tout le temps. Fait que les dimanches, c'était la toilette, le côté social un peu. Ah, pour revenir au cuisinier, je m'en vais, tu sais, je la dote, puis je m'en vais là, à gauche puis à droite. Le cuisinier, mais c'est ça, fallait pas que les hommes parlent pendant qu'ils mangeaient. C'était pour éviter que tu sais, vous savez, hein, même en tant que famille, à la table, des fois, les obstinations pouvaient commencer. On pouvait envoyer une pointe là, un commentaire là, puis tout ça, puis ça pouvait causer des bagarres. Fait que pendant que les hommes mangeaient au déjeuner et au souper, quand ils rentraient le soir, il n'y avait pas le droit de parler lorsqu'ils mangeaient. Silence total. Puis ça, c'était contrôlé par le cook, le cuisinier. Puis si tu parlais, tu pouvais te faire refuser la nourriture. Puis pas juste une journée. Ça peut être le lendemain, tu n'avais pas de déjeuner. Fait que il y avait une manière stricte, comme militaire, exactement comme des camps militaires à l'époque. C'était ça. Tu ne mangeais pas pendant ton dîner dans les camps. Donc, c'est important de le mentionner. Et puis, c'était la règle absolue. Là. Tu ne parlais pas quand tu mangeais. Puis, tu n'avais pas le droit de critiquer la nourriture non plus. Tu n'avais pas le droit de critiquer le cuisinier. Donc, puis la température à l'époque, là, dans le camp, ça pouvait aller à 12-13 degrés. Parce qu'à l'extérieur, il faisait moins 30, comme aujourd'hui, il fait froid. Là. Donc, imaginez-vous aujourd'hui, le 24 janvier, le froid qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est à moins 30 ce matin, mais c'est ça, moins 30. Donc, vous donnez une idée, là, à l'époque, c'était ça, dans un camp de bûcheron où les trous d'air, les courants d'air, le feu à milieu, tout ça. Les hommes devaient payer certains services dans les camps de bûcherons. On va aller plus en détail avec ça dans le prochain balado, dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'adore ça d'aller fouiller ces choses-là. Puis, je vous compte ça à la bonne franquette. Pas dans une manière que tout le monde se parle. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. C'est mon approche que je vais faire. Je veux rendre l'histoire plus agréable et moins académique, puis en conversation, puis dans nos mots qu'on utilise à tous les jours. Donc, c'est pour tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Et à la prochaine, mes amis. Et c'est ça. Habillez-vous chaudement, parce que l'hiver est encore là. Salut! C'est de la corde autour du cou. La vie de chantier c'est l'enfer, je le sais ben trop. Fait que j'avale ma fierté, j'y vais quand même.